En janvier 1630, la peste ravage la région. À Laudun, par exemple, on compte déjà 800 morts. Dans ce contexte de panique, le Rhône est interdit à la circulation. Aucun bateau ne peut plus remonter, descendre, ni traverser le fleuve, sauf ceux des autorités royales. Cette mesure paralyse brutalement les échanges entre les deux rives, au moment même où les besoins deviennent de plus en plus pressants, surtout dans une ville comme Avignon. Car malgré l'interdiction, du blé de contrebande continue de franchir le Rhône, de nuit, avec des complicités, pour entrer dans une cité pourtant placée sous étroite surveillance. C'est pour mettre fin à ce trafic que le premier consul décide d'intervenir. Il se rend sur l'île de la Barthelasse avec d'autres bourgeois de la ville. Les textes parlent de recors, c'est-à-dire de témoins, ainsi qu'avec des soldats armés d'arquebuses. Leur objectif est clair: enfoncer le fond des barques de la métairie de la Barthelasse pour empêcher toute circulation clandestine. Mais l'île de la Barthelasse n'est pas un espace quelconque. Elle est tenue en fief du roi par Joseph-François de Faugas, chevalier de l'ordre du roi. Le premier consul fait donc appeler ce seigneur en envoyant un messager jusqu'à son château, situé sur la même île. Nous connaissons cette affaire grâce à un interrogatoire capital, celui du premier consul, réalisé le 22 janvier 1630. À cause de la contagion, l'audition ne se tient pas dans une salle de justice, mais en plein air, devant la métairie de Tassargues. C'est là que le premier président de la Cour des aides et finances, M. de Rochemaure, interroge le consul. Il lui pose alors une question très précise. Lorsque le seigneur de Faugas est arrivé sur place, en déclarant qu'il n'avait aucun droit d'enfoncer ses bateaux et en ajoutant à l'adresse du consul et de ses hommes qu'ils étaient infectés, le consul a-t-il alors crié aux soldats de tuer le seigneur? Autre question tout aussi grave. Un certain Jean-François, dit l'empereur, a-t-il frappé le seigneur à la tête d'un coup d'arquebuse au point de le laisser pour mort? Le consul, lui, poursuit son récit. Il explique qu'en allant voir du côté de la grange de la métairie, il découvre des valets de ferme en train de charger une barque de blé. Les sacs sont alors déchargés afin de couler les embarcations. Et c'est là qu'apparaît une pièce décisive. Un billet à ordre des consuls d'Avignon qui révèle les tenants et les aboutissants de cette contrebande organisée en pleine peste. Les hommes du Seigneur ont beau protester, assurer qu'ils prennent leurs précautions pour éviter toute contamination, les autorités de Villeneuve-les-Avignon, de Saint-André et les consuls entendent faire appliquer strictement la loi du roi. C'est à ce moment-là, semble-t-il, que le seigneur de Faugas se serait avancé, entouré d'hommes armés. Et c'est alors que l'un de ces hommes l'aurait blessé à la tête d'un coup d'arquebuse. Comme souvent dans ce type d'affaires, deux versions s'opposent. Mais au-delà de l'affrontement, ce dossier révèle quelque chose de plus profond. Il montre qu'une des grandes familles nobles d'Avignon, les Faugas, s'est organisée pour ravitailler une ville en manque de blé. Seigneur de l'île de la Barthelasse, transformé en l'un des greniers à blé d'Avignon, propriétaire d'un château élevé à la demande du roi de France, Joseph-François de Faugas se retrouve alors face à un choix de loyauté. Et ce choix, il l'a fait. Il a préféré assumer son rôle de notable avignonnais et contribuer à l'approvisionnement d'une ville dans le besoin, plutôt que de se soumettre pleinement aux ordonnances de Louis XIII, auxquelles il devait pourtant obéissance en tant que chevalier de l'ordre du roi.